Prince, l'une des légendes de la funk, sort en 1987 l'un de ses titres phares, You Got the Look. Eh bien, c'est bien de cela dont nous allons parler avec Nicolas, d'une Tudor Prince Oysterdaat qui a le look d'une Rolex Datejust. Let's go crazy pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Nicolas. Salut Xavier. Ça va? Ça va. T'aimes bien Prince? J'aime bien Prince, oui. Malheureusement, Prince n'est plus, les amis. Et voilà, c'est une légende et maintenant c'est devenu un mythe. Alors, tu vas nous la montrer cette Tudor? Ouais, bien sûr Xavier. On va regarder si elle ressemble à une Datejust ou pas. Et moi, j'ai le sentiment que c'est le contraire. C'est la Datejust qui ressemble à la Prince Oysterdaat. Alors, fais voir. Écoute, je vais l'enlever de mon poignet Xavier. Hop. Est-ce que je peux l'essayer? Ouais, bien sûr, si tu arrives à l'enfiler. Ah, moi j'ai l'impression que je vais pouvoir. Tiens, je te passe Hop. la mienne. On n'est pas du tout dans le même style. Du tout. Là, waouh, on a une petite 34 mm. J'ai l'impression que tu la portes vraiment très, très légère sur le... Eh, regarde ça. Eh. Elle passe finalement? Ah, voilà, ça c'est beau les amis. Alors, tu l'as acheté quand cette Tudor? Je l'ai acheté l'année dernière. Tu n'es pas obligé de la mettre. Hein. Hop. Tu l'as acheté l'année dernière? Ouais, je l'ai acheté l'année dernière courant septembre-novembre, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et c'est un modèle que je regarde depuis très longtemps. Ouais. Je suis un indécis un peu dans tout ce que j'achète, que ce soit la bagnole, la moto. Je mets beaucoup de temps avant de me décider. C'est une qualité, un défaut, je ne sais pas. Mais en tout cas, je la regarde depuis longtemps. Et puis, j'ai appris à me renseigner dessus, à chercher des informations. Et l'occasion faisant le larron, si je Ouais. dis. Du coup, je l'ai acheté, tout simplement. Je n'étais pas spécialement parti sur ce modèle-là au départ et je trouvais beaucoup de similitudes justement avec la Rolex. Ouais. Quand tu dis ce modèle-là, c'est ce modèle-là Tudor ou ce modèle de montre? Ce modèle de Tudor là spécifiquement, Ouais. je regardais beaucoup de montres et Qu'est-ce que tu regardais notamment? un peu tout et rien. Chez Tudor, la Black Band pesait beaucoup par exemple. Ouais. Le problème c'est que les 58 qui sont en 39, donc qui sont un peu plus faciles à porter je trouve, sont encore assez chers. Chez Omega aussi, il y a la Seamaster, il y a un modèle de 300 si je dis pas de bêtises, mais uniquement qui peut aller jusqu'à 100 mètres seulement. Donc Ouais. voilà, qui est un peu dans ce style-là, sport chic je pense qu'on pourrait dire. Je sais pas. En tout cas, des montres un peu plus faciles à porter, qui ne soient pas forcément très typées plongeuse ou typées chrono. Je voulais Ouais. vraiment un truc un peu plus simple, mais pas trop classe non plus. Un truc qui peut un peu marcher avec tout, quoi. Un peu hybride. Je ne sais pas les amis ce que vous en pensez. Sport chic, je ne pense pas que ce soit le sujet, en tout cas pour une montre en 34. Hein. Le sport chic, c'est quand même le concept des années 70 avec la Royal Oak, la Nautilus, c'est-à-dire une montre simple, classique, 2-3 aiguilles date, mais qui a un look sport tout en acier et d'une taille un peu importante. Là, tu es en 34, Là, c'est quand c'est même... tout l'inverse. ouais. Elle est de quelle année cette Tudor? Alors, si je dis pas de bêtises, elle date de 1986. Ouais. Je sais qu'il y a eu plusieurs générations de Prince Oysterdaat et c'est très drôle si tu regardes dans les détails parce que tu as le logo Tudor qui est marqué sur le cadran. Ouais. Par contre, sur la couronne, du coup, tu as le logo Rolex Ouais. qui est aussi marqué sur le fond de boîte, Ouais. qui Ouais. est sur le bracelet, mais pas sur cette partie-là où tu Ouais. vois justement le logo Tudor. Donc c'est très drôle d'avoir un peu ce mélange. Ça, tu t'es renseigné précisément là-dessus parce que effectivement, on a ce qui faisait les caractéristiques des Tudor, en tout cas de cette époque-là, c'est-à-dire le boîtier Oyster, donc étanche, avec la couronne qui finalement va avec, hein, la couronne Rolex, mais avec un cadran où il n'y a pas le logo avec la couronne Rolex, mais le shield, le bouclier Tudor. Par contre, tu amènes un petit truc que je ne savais pas. Je suis sûr que les Tudor fans sont nombreux, les amis. Ils sont aussi nombreux que les Rolex fans d'ailleurs. On en a un à côté de nous. Je ne savais pas qu'il y avait cette partie-là de la boucle déployante qui justement n'était pas avec le logo Rolex, mais avec le bouclier. Alors, de ce que j'ai pu voir, tu as certains bracelets plus anciens qui, eux, sont full Rolex. Ouais. Donc, tu as à la fois l'inscription Rolex plus le logo derrière. Là, ce n'est pas le cas. Et je ne sais pas si tu as en tête un peu à quoi ressemble le modèle Rolex des Dates.
mais c'est pas exactement le même boîte. Datejust, tu veux dire? Datejust, pardon, Ouais. je m'en mêle un peu les pinceaux. C'est pas exactement le même bracelet non plus. Oui, tout à fait, tout à fait. Il est avec des maillons qui sont différents, mais celui-là, on va l'appeler le Jubilé Tudor. On peut dire ça comme ça, ouais. Voilà, you got the look, les amis. Bien sûr. Non, mais alors justement, ça veut dire que tout ça, tu l'as creusé avant de l'acheter ou après? Je l'ai creusé avant et aussi après. Ah ouais. C'est un modèle Tu as hésité à l'acheter, et une fois que tu l'avais acheté, tu as continué à creuser pour être sûr que tu n'avais pas fait une connerie. Oui, exactement. Alors moi j'ai tendance un peu à acheter le truc et puis après je dis mince, le temps que ça arrive, je commence à relire et puis tu deviens un peu impatient, enfin bref, tu te renseignes un peu plus et voilà. Bah, tu sais quoi, elle me va bien. Ah, mais super. C'est la première fois, les amis, qu'on a un invité avec un poignet de poulet, mais qui porte sa montre, tiens, tu veux pas la repasser? Je la reprendrai après, mais qui porte sa montre de façon très très souple, vraiment très peu serrée sur le poignet. Tu as toujours porté tes montres comme ça? Alors du tout, j'en ai porté j'ai porté des montres de ma façon plus ajustée. Pour être tout à fait honnête, quand je l'ai reçu, j'ai voulu enlever l'ajuster. Ouais. Puis je me dis bon, je vais peut-être pas faire ça un peu de manière un peu abrupte, on va la laisser comme ça. Et ça me rappelait un peu des gens de ma famille qui aimaient bien porter les montres de manière un peu lâche. Je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais en tout cas, j'aime bien. Et puis comme elle est très légère, en fait, c'est pas si gênant que ça. J'avais eu l'occasion de porter des montres hommages, alors, je ne jetais pas des pierres, mais de Black Bay notamment, des modèles un peu plus massifs. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est un peu gênant de les porter lâches, parce qu'on sent le poids de la montre venir et partir. Alors que là, comme elle est très fine, très légère, c'est pas si gênant que ça, en fait. Et puis en De mon plus, point de vue. non mais ton point de vue, les amis, quel est l'autre point de vue qui peut compter sur ce sujet-là? Aucun. Je veux dire, si ça te plaît à toi. Ou alors, à ce moment-là, si tu connais une chaîne YouTube où tu as un mec qui te raconte, voilà comment il faut porter sa montre, etc. Franchement, là, il fait de la peine, hein, ce YouTuber-là, hein, parce que là, c'est absolument catastrophique. Tu portes ta montre à gauche, à droite, ici, très bas, tu fais ce que tu veux. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pas le côté un petit peu indécis qu'on décèle là chez Nicolas, c'est-à-dire finalement, est-ce que j'ai acheté la bonne montre? Est-ce que je la porte comme il faut? Ah, il y a peut-être un peu de ça, mais finalement, dès que je l'ai reçue en fait et que je l'ai passée au poignet, je me dis bon, c'est la montre, c'est celle qui m'allait et j'en suis très content. Alors, raconte-nous justement, tu parles d'indécision. Voilà, Ouais. donc, considérons que tu as réfléchi, tu as cité quelques À modèles. minima. Voilà, et comment s'est fait la quête? Tu vois, on est sur une montre qui a 35 ans, tu vois, qui est quand même pas qui est plus âgé que moi. plus âgé que toi, donc tu n'étais pas né. Tu vois, comment tu as fait? Tu es allé la voir en boutique, tu l'as cherché, tu l'as acheté en ligne, tu as fait quoi? Tu l'as acheté en particulier? Alors, je pense qu'on va reprendre un peu le truc dans l'ordre chronologique peut-être. Je m'étais renseigné au départ sur les modèles Rolex bon, j'en ai vu quelques-uns, mais je m'étais dit bon, c'est hors de portée pour moi au niveau de mon budget actuellement. Je ne sais pas si j'en achèterai une un jour, mais en tout cas sur l'instant T, c'était pas fait pour moi. Et je regardais un peu et puis j'ai vu ce modèle-ci qui ressemblait comme deux gouttes d'eau au modèle vintage de chez Rolex. Et j'en avais une chez Crésus, Ouais. à quartz d'ailleurs, très drôle, mais en biton cette fois-ci, donc Ouais. c'est pas exactement le même modèle. J'appelle la boutique, on me dit qu'elle va arriver à Paris, je la réserve, et une fois sur place, finalement la montre n'est pas là, et on me présente des Rolex, en me disant que c'est quasiment le même diamètre, etc. Je les enfile, et puis ça m'a beaucoup plu comme modèle, et du coup j'ai commencé à creuser davantage en fait le sujet. Ouais, mais attends, les Rolex que tu as essayé, parce que la Biton Tudor à quartz qui n'était pas là, c'était quoi? C'était des Datejust? C'était le même modèle, c'était un Oyster, c'était une Prince Oyster Date. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit d'autre? Par Ils rapport... t'ont dit que c'était mieux? Non, on m'a pas spécialement dit que c'était mieux ni quoi que ce soit, il n'y a vraiment pas d'appréhension. Ah, ils sont par bons, vous rapport êtes à bons Tudor. chez Crésus alors. Et j'ai eu le temps, il y avait plusieurs modèles de Rolex en plus, donc j'ai pu essayer des modèles avec des lunettes cannelées, d'autres sans. Bon, voilà. Donc j'ai pu me faire un peu mon avis. Et Ouais, surtout, tu as essayé. j'ai surtout essayé, ouais. Alors effectivement, les modèles de chez Rolex sont en 36 mm, si je ne dis pas de bêtises. Celle-ci est en 34. Moi, à l'œil, bon, si on me les met côte à côte, effectivement, on voit une légère différence. Mais sinon, 36-34, on est déjà sur des diamètres relativement petits, surtout pour les tailles actuelles. Donc je trouve pas ça, j'ai pas trouvé ça spécialement choquant.
Donc tu as tourné les talons, ouais. tu as creusé avec tes petits doigts sur ton clavier d'autres infos, etc. Exactement. Et tu te souviens, celle que tu as repérée qui est devenue la tienne, comment oui, ça s'est fait? j'en ai loupé 2 ou 3. C'est comme avec ma moto. J'avais regardé 2-3 modèles, pareil, elles me sont toutes passées sous le nez. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais me jeter à l'eau, je vais sauter le pas. Donc tu l'as acheté en ligne? Je l'ai acheté en ligne. J'avais fouillé le CDA au départ, et puis après, j'ai regardé sur Chrono 24. Et bon, j'ai fait par ordre croissant forcément de prix, je pense que tout le monde fait ça. Et celle-ci était le premier prix que j'ai vu. Chrono 24 ou le CDA? Sur Chrono 24, tout à fait. Les amis, le CDA, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, le coin des affaires du forum chronomania.net. Un endroit très sympa, j'ai déjà acheté notamment quelques modèles dessus. Je pense que c'est vraiment une plateforme de vente de passionnés que je trouve très sécurisée, toujours avec des belles rencontres. Voilà. Oui. J'ai acheté ma Zenith Elite via le CDA. Ouais. Ouais. C'est cool. Ouais. Donc toi, tu n'as pas fait CDA, tu as fait Chrono 24? Du tout, j'ai fait Chrono 24, un particulier espagnol qui vendait cette montre avec… il n'y avait pas les boîtes, pardon, il y avait la boîte, mais il n'y avait pas de certificat d'époque. Ça, c'était pas trop gênant pour moi. Par contre, il y avait les papiers de la révision qui étaient avec, donc ça m'assurait un peu que c'était une vraie montre, ou en tout cas qu'elle a été un peu suivie chez Rolex ou Tudor. Et j'ai eu un très bon prix. J'estime en tout cas d'avoir reçu un très bon prix et j'ai attendu peut-être 2-3 semaines avant de l'avoir et j'étais très content. D'accord, donc ça veut dire que tu n'avais pas essayé du tout de modèle en 34? Non, donc je l'ai commandé et justement c'est là où je dis mince, est-ce que j'ai fait une bonne affaire ou pas? Est-ce qu'elle va m'aller? Est-ce que je vais laisser à mes parents? Les amis, il faut être un peu joueur pour acheter comme ça. Tu vois, tu l'as acheté combien? Je l'ai eu à 1100 € je crois. 1100? Ouais. Plus 50 € de frais de port. Je me dis, bon, on va un peu sécuriser le truc. Déjà, on a la chance en achetant en Europe de ne pas avoir à payer de TVA supplémentaire. Parce que j'avais vu des modèles aussi en Suisse, aux États-Unis, au Japon, qui sont à des prix très intéressants sur le papier. Mais bon, quand on commence à calculer les frais de transport, frais de douane, etc., finalement, ça revient quasiment au même prix que de l'acheter ici. Ouais. Donc 50 € parce que tu as mis l'option assurance. Exactement, tu as assuré la valeur de la montre. Je pense que sinon, ça aurait peut-être pu coûter un peu moins cher. Vous savez, c'est une petite boîte. Non, mais Espagne, t'es à 8-10 €. Ouais, 8-10 €. Voilà, vous avez un bon exemple. Donc tu as mis forcément 1100 €, tu as assuré la montre, ça t'a coûté 40 balles de plus. Voilà, grosso modo. Bon, tu es content comme tout? Ouais, super content, bien sûr. Bon, alors vous avez vu, on a quand même un bon client avec un champ lexical précis pour nous expliquer ce qu'il raconte. Donc on va voir s'il connaît bien les adjectifs de la langue française. Alors, quel est l'adjectif qui pour toi caractérise le mieux ta Tudor Prince Post-date, bien sûr. Il y a 2 trucs qui pourraient qualifier cette montre, selon moi. Par rapport au Rolex Fan, peut-être ça serait provocante, justement, parce qu'elle a beaucoup de similitudes avec ce les modèle. amis, ça sent le coup de trompette. C'est pas moi qui vous chauffe, c'est Nicolas, provocante. Ouais. Et ma ligne aussi, du coup. C'est un peu assimilé, du coup, parce que… Ce modèle-ci, du coup, que j'ai payé 1000 €, chez 1100, pardon. 1150. 1100 pour être tout à fait précis. Par rapport au modèle Rolex que j'ai pu essayer, qui coûtait dans les 4000 et quelques, c'est-à-dire que ce modèle-ci coûte quasiment 4 fois moins. Et là, tu vas recevoir les bananes. C'est la réalité. La qualité perçue, elle est pour moi quasiment similaire. Il y a le cyclope, le cadran est aussi ensoleillé que chez Rolex. Le logo change, les inscriptions aussi, mais fondamentalement, c'est quasiment la même chose, quoi. Vaste sujet, les amis. Je sens qu'on va se régaler. J'ai l'impression que Nicolas a un parcours assez spécifique dans le domaine. Et oui, qu'est-ce que la valeur perçue d'une montre? Vaste question. Quel est le petit détail que tu préfères sur ta montre? Le petit détail, moi, qui me plaît énormément, il n'est pas propre à Tudor, mais le cyclope. Le cyclope me rend vraiment fou. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais j'ai aussi eu tendance à me regarder beaucoup de montres hommage de Rolex ou même des réplicas. Attention, je sais que c'est pas bien, mais il y a un truc justement qui est très très dur, en tout cas où on peut voir rapidement si une montre est de bonne copie ou pas. Et c'est souvent justement le cyclope qui trompe. Parce qu'il ne grossit pas. Oui, ou il ne grossit pas en tout cas à la même puissance, si je peux dire. Et effectivement, quand on le voit en vrai, moi, c'est un truc qui me rend fou, ça m'hypnotise de voir. Bon, je vais le chauffer un petit peu, l'ami Nicolas, parce que là, je sens qu'il est bien. Regarde. Dis-moi. Tu as fait le choix de prendre une Tudor. Ouais.
Bon, superbe montre les amis, superbe boîtier, superbe cadran, superbe couronne, superbe bracelet et un calibre qui a absolument rien, mais rien n'a envié au calibre entre guillemets Rolex qu'il y avait dans les modèles Rolex. Là, on est officiellement sur un calibre ETA ou ETA, comme vous voulez. Les autres sont des calibres Rolex, mais bon, les calibres Rolex étaient faits par une société tierce, globalement fournisseur exclusif de Rolex. Donc la notion de bon, pas bon ou de meilleur calibre, bof, bof. Mais tu choisis une Tudor en te disant finalement, je te chauffe, j'achète une Rolex moins chère. Et là-dedans, dans le même paragraphe, tu vois, dans la même cinématique de description, tu nous parles de montre héritage et de réplica. Tu vois, donc, où tu positionnes finalement la valeur d'une montre, c'est-à-dire que une montre hommage, c'est juste une copie qui est officielle, qu'on a le droit de faire, où il faut regarder très précisément les petits détails qui font que, en fait, c'est pas tout à fait la même. La réalité, c'est que ça permet à des gens d'acheter le modèle qu'ils ne peuvent pas acheter ou qu'ils ne veulent pas acheter à quelques centaines d'euros. Et puis après, il y a les copies. Et donc, finalement, c'est quoi la valeur d'une montre? Si le sujet, c'est que le design, une copie, elle fait le boulot de la vraie. Mais là, c'est une honte, ce truc. Déjà, dans les transports ou autres, je ne sais pas si les gens prêtent attention forcément aux poignées des autres, mais bon, de loin, que celle-ci, déjà, qu'on puisse faire le distinguo entre une Rolex et une Tudor, il faut vraiment regarder de près, quoi. Sinon, ça Il est tombé dans mon piège, les amis. On va se régaler, on va se régaler. Ouais. Ça se fait justement dans les détails. C'est ces petites choses qui font que je peux m'arrêter quelques minutes, regarder le cadran et me dire wow, il y a quand même quelque chose, quoi, une plus-value qui est apportée par Tudor par rapport justement à une copie. Voilà, on y va, les amis. Donc vous voyez bien, premier truc que tu réponds, ce que je comprends, mais je le chauffe pour soulever la discussion. Dans les transports, on regarde, on ne peut pas savoir si c'est une vraie ou si c'est une fausse. On achète une montre pour soi. Celui qui s'achète une fausse Rolex, c'est qu'il est bidon, le mec. C'est un gros mytho, c'est tout. Il achète une montre qui peut se comprendre aussi, d'un autre côté. Et j'ai envie de pouvoir pavaner, etc. Bon, why not? La nature hors du vide, il faut de tout. Toi, celle-là, tu l'as achetée pour toi. Oui. Donc, première raison, tu as cherché, tu as fouiné, tu as regardé, puis à un moment ou à un autre, mine de rien, tu as essayé et le design ne t'a plu. Petit 2, de façon très cartésienne, tu n'as pas les moyens. Où tu n'as pas envie de mettre 3-4 000 dans une 1601 ou une référence à 5 chiffres juste après Datejust, et effectivement on est à 3005, 4000, 4005, etc. Et où vient le fait que maintenant c'est une Tudor et non une Rolex? Ça rajoute un petit truc additionnel parce que tu as dit provocante, maligne. Oui. Mais justement, c'est le fait que, peut-être pas imiter, mais en tout cas le fait qu'elle arrive à faire quasiment aussi bien à l'œil que la Rolex, qui fait que finalement, c'est Tudor, quoi. C'est le petit frère pour moi qui arrive, qui n'a pas peur de bomber le torse en disant voilà, je suis une vraie montre, j'ai de vraies qualités. Et effectivement, c'est grâce aussi en partie aux produits Rolex du coup qui ont été empruntés. Je pense au boîtier, effectivement, la couronne, plein d'autres choses. Mais il n'y a pas de honte, je pense, à porter cette montre-là parce que bien sûr. Elle est de manière intrinsèque, prégnante. Mais est-ce que parfois les gens se disent tu as une Rolex? Est-ce que ça, tiens, c'est une Rolex? Ou pas? Est-ce que ça, tu l'as, ce cas-là? On m'a déjà fait la réflexion effectivement au poignet ou même par visio ou effectivement en fonction du smartphone que vous avez, la qualité et là, t'as pas un petit côté jouissif de dire non? Si, il y a ça et ça engage aussi plus la discussion. Vous avez une Rolex, vous avez une Rolex, quoi. En général, ça s'arrête là. Alors qu'une Tudor, ça peut effectivement amener à plus de questions. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce modèle-ci? C'est plus intéressant, ça engage à plus de discussions. Oui, c'est clair, les amis, c'est plus facile, beaucoup plus facile d'acheter une Rolex. Là, je ne parle pas de prix. Je parle de est-ce que je risque de me tromper, est-ce que c'est une belle montre, est-ce que c'est un bon investissement, etc. Je ne parle pas de prix ni du risque qu'elle soit fausse. C'est plus facile d'acheter une Rolex que d'acheter une Tudor. Chez Crésus, justement, on avait dit si vous voulez investir de l'argent dans quelque chose, acheter une Rolex, ça ne perdra pas de valeur, une Omega, ou même Tudor à la limite.
Mais c'était les deux grandes marques en tout cas qui ressortaient on va dire dans les montres premium. Celle-ci, bon, elle m'a coûté que 1 000 €. Je sais que ça représente quand même de l'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, surtout alors qu'on pourrait s'acheter une Casio à 25 € qui donne l'heure de manière un peu plus précise. Voilà. Mais je trouvais que c'était aussi le juste prix pour cette montre-là, justement. Vaste sujet, le juste prix, parce que les amis, si vous avez regardé beaucoup d'épisodes ou de vidéos de la chaîne, vous connaissez mon point de vue. Le juste prix, ça veut dire qu'en face, on y met une notion de qualité. Et alors là, le rapport qualité-prix, s'il y a bien un truc qui est une fumisterie marketing, alors dans l'horlogerie, c'est encore pire. Pour moi, le prix juste, le seul prix juste d'une montre qui ne sert à rien, c'est le prix que tu es prêt à mettre. Bien sûr. Donc, c'est son juste prix à 1 150 €. Exactement. Toute taxe comprise et tout. frais de port. Voilà, j'ai envie de lancer le riff de Purple Rain, les amis, de Prince. Vous avez bien compris que c'était la signature musicale du jour. Et donc, on enchaîne sur la séquence suivante, souvenir, souvenir. Alors, Nicolas, tu as quel âge? Moi, j'ai 25 ans. 25 ans, il est tout jeune, vous vous rendez compte? Comment tu as démarré un peu dans l'horlogerie ou dans le rapport au temps, aux montres, etc. Tu as un souvenir? J'ai souvenir, bon, on m'a souvent offert, c'est peut-être pas vraiment la bonne histoire, mais j'ai eu quelques montres par-ci par-là, des petites Swatch que j'ai perdues, auxquelles je prêtais pas spécialement attention. Et puis, je me souviens qu'au collège, j'avais eu un ami qui portait une Festina, je crois, que je trouvais vraiment. Enfin, je trouvais beau, le cadran était sympa, et puis bon, elle avait plein de petits trucs, un chrono, ce genre de choses. Et j'en voulais une aussi. Et j'ai eu la chance que ma mère m'en achète une, exactement le même modèle que mon copain. Donc du coup, j'étais très content de ressembler au petit copain. Et puis ensuite, je l'ai laissé un peu traîner. Ça m'intéressait un peu moins. Elle était lourde aussi. Et de la même manière, j'ai un autre collègue qui partait s'acheter une Tissot Le Locle, un modèle plus classe, que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'ai voulu l'acheter aussi. Avec les chiffres romains? Avec les chiffres romains, ouais. Mais je ne voulais pas l'acheter n'importe quand, n'importe comment. J'étais en stage, je crois, à l'époque, donc j'avais pas forcément beaucoup de sous. Demander à mes parents de m'acheter une montre comme ça, bon, ils m'auraient regardé bizarrement. Du coup, j'ai attendu d'avoir mon alternance pour avoir un peu plus de budget et je l'ai commandé sur eBay. Je l'ai aux enchères pour 200 €. J'étais très content avec. Cadran soleillé noir ou blanc? Blanc avec le damier, si je ne dis pas de bêtises. Ah, c'est un damier dessus? Je ne sais pas, les amis, souvenez-vous. C'est peut-être moi qui me trompe sur les termes. On a un épisode. Paris peut-être. Voilà. Oui, c'est ça. Je me suis trompé. Oui. Avec Quentin, qui justement présente cette Tissot Le Locle. Et qui est revenu d'ailleurs, Quentin, avec une Tudor Black Bay 58 Navy Blue dans un Street Watch. Si vous ne les avez pas vus, ces deux-là, ça permet de voir l'évolution des invités, c'est intéressant. C'était une belle montre, mais assez grosse, elle est imposante, je crois que c'est 41 ou 42 mm. Mais bon, je la portais tous les jours, j'étais très content avec. Puis je suis reparti sur une Casio vintage, un truc que j'avais acheté à 25 €, donc rien à voir, que je trouvais très cool parce qu'elle était légère en fait. Je ne prêtais pas attention, elle me donnait l'heure de manière… Cristaux liquide? À cristaux liquide, ouais. Il y avait un côté un peu 70s que je trouvais marrant. Et je l'ai porté jusqu'à ce que je me renseigne sur un modèle hommage à la Black Bay justement. Donc j'ai vraiment fait tout et rien. Et cette Black Bay hommage me plaisait bien, mais justement il y avait ce petit problème que tu soulevais tout à l'heure, c'est que bon, t'as pas une Black Bay quoi, t'as une copie ou un truc un peu… Mais ça permet aussi de se rendre compte effectivement de si on aime ou pas le modèle. Les Black Bay étant relativement chers, c'est relatif au budget de chacun, mais n'étant pas en tout cas à ma portée, j'ai regardé 2-3 montres et puis je suis tombé sur celle-ci, voilà, tout simplement. Donc c'est un cheminement au départ qui a été en fait beaucoup plus influencé sur des modèles que tu vois sur d'autres poignets. Ou autres, exactement. Ouais, donc en fait celle-là, la Tudor Prince, c'est la première qui va dans… où c'est réellement mon choix personnel, ton choix perso, ton ADN, ta propre sensibilité qui a parlé. Exactement. J'avais eu l'occasion d'essayer des Rolex Air King, j'avais une connaissance qui avait l'un des derniers modèles de Rolex, je crois, mais c'était très imposant, je n'aimais pas spécialement, et puis bon, celle-ci, je suis tombé un peu dessus par hasard, et puis voilà, c'est la mienne, effectivement. Donc t'aimes les petites montres en fait, enfin les petites montres, les cadrans 34-36 quoi. C'est pas que j'aime particulièrement ce cadran, ce diamètre-là, c'est que je suis tombé dessus et que je l'ai apprécié en fait tout simplement.
Non, mais je dis ça parce que tu disais que la Tissot Lelocle… Oui, elle était beaucoup plus imposante, ouais, effectivement. Ouais. C'est vrai que j'ai vu la différence et avoir un grand diamètre en blanc, surtout, ça agrandit tout de suite la montre et je n'aimais pas forcément toujours Enfin, ça faisait un peu trop imposant pour mon poignet, je trouvais, par moment. Alors, vous voyez, on décèle, enfin, en tout cas, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur le côté indécis. Oui. D'accord ? Mais c'est génial. Vous vous rendez compte, finalement, être indécis quand on aime les montres, certes, ça peut poser problème lorsque le sujet c'est de passer à l'action et d'acheter une montre, quelle que soit sa valeur, d'accord ? Mais ça veut dire que tu es ouvert à tout. Tu n'es pas bloqué dans un silo qui dit Rolex c'est mieux que Tudor, ou Omega c'est mieux que Rolex, ou alors moi je préfère Tissot, truc. On peut préférer, on peut aimer, chacun a sa propre trajectoire personnelle. Et c'est ça qui est sympa. Et c'est ça qui est intéressant, effectivement. Sinon, on achèterait tous les mêmes choses. Et puis, ouais. Festina, donc elle était neuve, c'était un cadeau. Ouais. La Tissot, aux enchères. Aux enchères, tout à fait. Ah ouais, donc tu es plutôt branché occasion vintage. J'aime bien fouiller un petit peu. Voilà. D'où peut-être Chrono, eBay. eBay, j'aime bien surveiller aussi. Il y a beaucoup de bonnes petites affaires. Ouais. Alors vous voyez, moi je ne ressens pas à titre personnel d'incertitude quand j'achète une montre. Par contre, dans le vintage, l'intérêt, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin, enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas besoin de me dire, c'est celle-là que je cherche. Je suis juste ouvert à ce qu'il y a. Et alors là, il y a toutes les formes, il y a tous les prix, il y a tous les looks, il y a tous les designs, il y a toutes les histoires, il y a toutes les marques. Et c'est ça qui est absolument passionnant, les fous du vintage, c'est que vous ne subissez pas l'environnement, vous ne subissez pas le marketing des marques. Vous rêvez dans tous les sens. Et puis je trouve que autant tu vois, tu as vu le film Forrest Gump ? Oui. Bon, Forrest Gump, à un moment, il est assis sur son banc avec sa boîte de chocolat, quoi. Et puis il raconte un peu la boîte de chocolat. C'est un peu comme la vie, quoi. Tu l'ouvres, tu prends, et puis il se passe un truc. Bon, moi, cette image-là, elle me plaît beaucoup, même si justement, j'aime pas les boîtes de chocolat comme ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours une mauvaise surprise. Mais je la reprends. Parce que dans le domaine des montres, c'est ça, quoi. Si vous ouvrez un album, entre guillemets, conceptuel, où il y a toutes les montres de l'histoire du temps, là vous feuilletez, bam, vous arrêtez la page au hasard, et là vous tombez sur un truc complètement improbable, magnifique, et souvent, ça coûte quelques centaines d'euros, et même parfois quelques dizaines d'euros pour un truc qui vous fait rêver. Et je trouve quand même, le rêve spontané, c'est quand même mieux que le rêve assisté par le marketing des marques. Je suis grandement d'accord avec toi, Xavier, sur ce point. C'est beau la poésie. Les amis, allez, on enchaîne pour la prochaine chanson de Prince avec le quiz. Alors, je ne sais pas, mon cher Nicolas, si Prince a fait une chanson qui s'appelle le quiz, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Alors, je t'ai préparé 3 questions. T'as ta chance. Oui, je pense que j'ai une chance sur 3 à chaque question. Tu as toujours une chance sur 3, de toute façon. Alors, les amis, c'est parti. Première question. La collection Black Bay comprend un chronographe équipé d'un calibre développé par réponse A, ETA. Réponse B, Breitling. Réponse C, Kenissi. Je crois que c'est la réponse C. Je crois que c'est Kenissi. Je me trompe peut-être, mais tu vas me dire si c'est… Ah, je ne sais pas. Bah, réponse C alors. Réponse C. Aïe, il est tombé dans le piège. Il est tombé dans le piège. Pourquoi tu as répondu ça ? Il me semble que, alors si j'ai bien souvenir, qu'il y a une affiliation entre les mouvements Kenissi et Tudor. Mais peut-être pas sur ce modèle-là. Ah ouais. Et voilà, il est tombé dans le piège. Et oui, les amis, la bonne réponse, c'est Breitling. D'accord. Puisqu'il y a effectivement un partnership, une coopération entre Breitling et Tudor. Breitling fournit à Tudor un calibre chronographe pour sa Black Bay chronographe. Et en échange, on va dire, personne ne connaît le deal, en tout cas moi je ne le connais pas, puis je n'ai pas plus creusé que ça. Tudor fournit entre guillemets son calibre dit manufacture fabriqué par Kenissi à Breitling pour équiper ses 3 aiguilles date. Voilà. D'accord. Donc la Black Bay chronographe a un calibre
d'origine Breitling B01. Et oui, tu vois. Et les premières Tudor réponse A, ETA, ça aurait pu être ça, hein, puisque l'histoire de Tudor, quand même, c'est d'emboîter des calibres ETA dans ces montres, notamment la Prince of the Date. Et les premiers chronographes Tudor sortis en 72 étaient équipés du calibre Valjoux, qui est rentré dans le consortium, enfin, en tout cas la holding ébauche, qui est devenue ETA avec le mouvement 77-34, très prisé des collectionneurs. C'est pas mal, c'était une bonne tentative. T'as tenté ta chance, t'étais pas loin, c'est pas mal. Allez les amis, on l'encourage. Peut-être qu'il faudrait que je rajoute une sonorité, un nouveau son, que je demande à Arthur, le trompettiste, de faire les hurrahs de la foule pour le motiver. Allez, tu n'es mené que 1-0, mon cher Nicolas. Alors, deuxième question, cherchez l'erreur parmi ces 3 caractéristiques. Là, c'est plus dur, hein. T'as été méchant avec moi. Cherchez l'erreur parmi ces 3 caractéristiques de la Tudor Black Bay P01, lancée en 2019. Tu vois à quoi elle ressemble? C'est la Pelagos ou... Non, c'est... Ah non, Tudor Black Bay P01. D'accord. Réponse A, donc cherchez l'erreur. Je te donne 3 affirmations, l'une est erronée. Réponse A, la couronne est située à 4 heures. D'accord. Réponse B, le diamètre est de 45 mm. Réponse C, le boîtier présente des cornes très étirées en longueur. Je vois mal la Tudor avec le... Je pense que c'est la réponse A qui est erronée. La réponse A, c'est-à-dire la couronne est située à 4 heures. Tu penses que c'est erroné, ça? Ouais, je pense que c'est erroné. Je tombe encore dans le... Aïe. Non, là, il n'y avait pas de panneau. C'était juste, tu le savais ou pas. Franchement, je la trouve superbe, moi, cette Tudor. Elle est bestiale. C'est issu d'un prototype de la fin des années 60 qui se prénommait Commando, qui n'a jamais vu le jour, que Tudor avait développé pour l'armée américaine et qui a comme caractéristique, alors il y en a d'autres, hein. Elle a la lunette, la couronne est à 4 heures. Bien à 4 heures. Et ouais, comme un peu, pour moi la couronne à 4 heures, d'autres le font, hein, mais c'est les plongeuses Seiko qui sont comme ça, couronne à 4 heures, et oui c'était ça. Non, la bonne réponse c'était le diamètre, il n'est pas de 45, il est de 42. D'accord. Et elle a comme caractéristique d'avoir des anses extrêmement longues, de façon à intégrer avec un bracelet cuir on va dire un insert, je ne sais pas comment le dire, un handlink, je ne sais pas, métallique. Tu regarderas. Okay. C'est un modèle très sportif, les amis. J'adorerais qu'il y ait une Tudor comme ça, P01 qui vienne sur la chaîne. Si vous en avez une, vous êtes le bienvenu. Et dedans, il y a le fameux calibre manufacture Kenisi. MT5612, 3 aiguilles, heure, minute, seconde, date. Voilà. Là, tu es mené de 0. Ah, là, c'est. Alors là, les choses se compliquent, les amis. Il va falloir te ressaisir. Et comme je ne prépare pas les questions dans un sens ou dans un autre, à un moment ou un autre, elles sont là. Je regarde la 3e question. Et là, je me dis qu'il a sa chance parce qu'on en a un petit peu parlé. Et puis, c'est quand même très connu, quoi. Donc, c'est une façon de te rassurer ou de te mettre la pression. On va sauver les meubles, allez, bon. L'aiguille des heures des Tudor Black Bay ont notamment une forme très caractéristique qui s'appelle réponse A, Snowballs, réponse B, Cornflakes, réponse C, Snowflakes. Là, ça va, je maîtrise, réponse C. Ah oui. Au moins une. Eh oui, ce n'était pas les cornflakes que l'on connaît bien, les Frosties, etc. Et oui, Snowflakes, forcément, ça ressemble un petit peu à un flocon de neige. C'est finalement un carré, hein, qui est mis un peu de façon différente et qui a fait le bonheur et qui fait le bonheur des collectionneurs, des submarineurs de l'époque, hein, où tous les index ne sont pas peints avec des billes, ou en tout cas des cercles, comme sur les submarineurs, mais avec des carrés, et les index Snowflakes avec l'aiguille des heures Snowflakes également.
Et là, on est vraiment dans des produits qui s'adressent aux collectionneurs. Ça devient très très cher d'accéder à ce type de montre. Mais c'est ce qui fait la caractéristique de la Black Bay, cette aiguille des heures. Et d'ailleurs, les amis, vous nous direz en commentaire quand même, mais je vois qu'il y a pas mal de gens qui n'y arrivent pas. Je vois dans les commentaires sur la chaîne qui n'y arrivent pas avec ce type d'aiguille. Je pense qu'il faut vraiment le voir pour l'apprécier. Au début, j'étais un peu réticent aussi par rapport aux aiguilles Mercedes sur les Rolex. Et finalement, en fait, je trouve que ça lui va vachement bien. Bah oui, bien sûr, puis ça lui donne sa vraie singularité. Fondamentalement, c'est une aiguille Tudor. Tu vois, alors qu'une aiguille Mercedes, bah, d'abord, c'est une aiguille Mercedes. Avant d'être une aiguille Rolex, ça va quoi. Bon, bah t'as sauvé l'honneur. Ça va. C'est pas mal, hein. Allez, on lui fait les applaudissements quand même s'il a perdu. Hein. Bientôt, d'ailleurs, dites-moi si vous êtes intéressé, toi aussi, bien évidemment, Nicolas, peut-être qu'il y aura des goodies en cas de victoire au quiz. Alors évidemment, là, tu as perdu, donc normalement, tu repars avec rien. Mais bon, vous me direz si ça vous intéresse que j'amène des goodies pour le résultat du quiz. On enchaîne sur la séquence recto-verso. Est-ce que tu as d'autres passions? Là, tu nous as parlé de bécane et tout ça. Là, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, alors moi, je suis journaliste. Je travaille dans la presse. Il est journaliste dans l'horlogerie. Hein. Vous avez vu, il touchait sa bille au quiz grave. Hein, du tout. Moi, je travaille je suis dans un média qui est spécialisé dans les nouvelles technologies. Ouais. Donc, plus orienté conso d'ailleurs. Donc, on a beaucoup de produits qu'on reçoit à la rédaction, qu'on teste, que ce soit du laptop, donc de l'ordinateur portable, du smartphone, des enceintes, des télés. Bon, on a un peu tout qui passe, quoi. Ouais. Donc, vous recevez de la cam. Ouais. Et vous la testez. Exactement. Le truc. C'est cool. Le truc magique, quoi. Tout de suite là, c'est facile. On va faire le parallèle avec les tests. Quelle est la meilleure montre, quoi. Hein, bon, mais trêve de plaisanterie, les amis. Quand tu reçois, je sais pas, prenons un exemple, un laptop, ordinateur portable. Vous faites quoi? Il y a des mecs qui l'utilisent, qui le pèsent. Il y a des algorithmes qui tournent dessus pour vraiment le tester. Il y a un thermomètre qui vient. Qui compte la vitesse du ventilateur, enfin comment ça marche? Tu as des rédactions qui sont effectivement spécialisées dans du test, on va dire, plus factuel, où tu as des labos, c'est comme ça qu'on appelle ça. Comme le fameux labo Fnac. Le labo Fnac, oui, par exemple, les amis. Qui est indépendant de la Fnac d'ailleurs, donc c'est vraiment un labo à part qui teste les produits. Moi je travaille chez CNET et dans notre groupe on a aussi les numériques. Eux font effectivement du benchmark, comme on dit, de produits. On en fait aussi. Mais on est plus porté sur l'utilisateur, en tout cas sur l'aspect utilisation des produits. De mon point de vue, un produit, c'est pas forcément un produit qu'on peut recommander, ça ne va pas forcément être le top of the top, le plus cher. Effectivement, il y a des qualités intrinsèques indéniables. Heureusement, ouais. Et je pense que parfois un bon produit, ça va être plus celui qui va répondre à une utilisation spécifique ou qui va avoir un rapport prix-utilisation entre guillemets qui convient au plus grand nombre. Bah oui. Mais c'est presque, c'est facile les amis, vous savez ce que je vais lui dire, hein. On est presque dans l'opposé, c'est-à-dire fondamentalement comparer différents laptops, je veux dire, un ordinateur portable, ça s'utilise. Tout à fait, oui, encore non, mais ça s'utilise, alors qu'une montre, ça ne s'utilise pas. Ça ne s'utilise pas. Il y a aussi un truc que je trouve très drôle, c'est que je pense notamment au smartwatch, parce qu'on en reçoit aussi de temps en temps, ou même au smartphone, le fait de devoir en changer tout le temps, bon, déjà ça prend un peu de temps, agaçant c'est peut-être un peu fort comme terme, mais bon, il faut les redémarrer, et puis c'est des produits aussi qu'on change très souvent, alors qu'une montre, ça va être en général un produit qu'on va garder plus longtemps justement. Il y a un côté un peu utilisation, effectivement c'est pas de l'utilisation peut-être intensive ou pratique, mais ça va être des produits qu'on va pouvoir porter plus longtemps justement, la montre, par rapport à un produit technologique. T'en as testé beaucoup toi des smartwatches? Des smartwatches, j'en ai essayé quelques-unes. Celles que je préfère, ça va être les smartwatches les plus simples. Je pense notamment à celle de Withings, anciennement Nokia et encore anciennement Withings, qui a eu pas mal d'histoires. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont des montres assez simples en fait, où vous allez avoir un petit écran vraiment intégré dedans qui va vous donner des informations, mais c'est absolument pas tactile ni quoi que ce soit. C'est vraiment, voilà, c'est une montre, c'est une smartwatch pardon, qui va être discrète en fait justement. Ça j'aime bien. Mais je vais lui poser la question hein, parce qu'il sait qu'il va être en danger en fonction de sa réponse. C'est une montre pour toi une smartwatch? À partir du moment où tu la portes et que tu la regardes et que tu la portes au poignet, oui effectivement pour moi c'est une montre. Ouais. Mais c'est pas… C'est un peu différent. C'est horrible ce qu'il nous dit les amis. Il ne peut pas perdre deux fois, il a déjà perdu au quiz donc là… Non mais donc ça veut dire que pour toi… Fondamentalement, une smartwatch est vachement plus utile quand même qu'une
simple toquante. Ah mais ça, simple. non mais bouge pas, là tu as 1000 fois raison. Non mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ta première réponse c'est de dire que ça se porte au poignet, on fait comme ça et ça donne l'heure et plus d'autres choses, donc c'est mécaniquement une montre. C'est ce qui fait que fondamentalement, je crois que jamais il n'y aura de smartwatch dans Petite Montre entre amis ou dans d'autres programmes de la chaîne parce que certes, le lien c'est le poignet et l'heure, mais pour moi c'est tout sauf une montre. Donc évidemment le sujet est sans fond entre guillemets, hein, mais il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'ADN personnel. Après tu pourrais aussi faire c'est de l'obsolescence programmée, c'est une boucherie environnementale absolument abominable, ce qui ne veut pas dire que dans l'horlogerie ce ne soit pas le cas. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec, tu t'imagines, quelqu'un qui vient avec sa smartwatch, alors qu'est-ce qu'il a à raconter dessus? Rien, à part les fonctionnalités. Non, c'est vrai aussi. Ta première montre, à la limite, s'il a mon âge et qu'il parle des premières LCD ou des trucs, là on pourrait se dire il y a quelque chose de sympa. Tu le sais, j'ai une Pulsar P2, j'en ai racheté une deuxième d'ailleurs, les amis. J'ai la Pulsar P2 date avec les 2 boutons. Puis je me suis dit, j'aimerais bien quand même avoir la première mono-bouton, celle qui était dans le James Bond. Et puis je l'ai trouvée aux enchères. Quand il y a écrit enchères de ce genre de produit qui ne marche pas, personne n'en veut, moi je le prends parce que j'ai, on va dire, deux, trois astuces pour pouvoir les faire fonctionner à nouveau. Donc tu vois, donc en fait, le gars avec sa smartwatch, il n'aurait rien à raconter. Ta prochaine montre, j'attends avec impatience l'Apple Watch 6, 8, 12, 25, 46. Je me demande aussi, mine de rien, si on s'adresse aussi au même public finalement. Est-ce que le gars qui achèterait une Apple Watch achèterait forcément une toquante à côté, plus conventionnelle? Je ne suis pas certain. Moi, je crois que ça s'adresse au même public pour une bonne et simple raison, c'est que dans le monde de la tech et de l'horlogerie, on a quand même des boîtes qui sont sacrément smart en termes de marketing. Donc vous avez les dieux vivants du marketing horloger qui s'appellent Rolex. Et en face, vous avez les dieux vivants du marketing électronique qui s'appellent Apple. Et qu'est-ce que fait Apple? De toute façon, le premier truc qu'il dit sur sa nouvelle Apple Watch, c'est de dire de toute façon, j'en vends plus que toute l'horlogerie suisse réunie. Donc le numéro 1 mondial de l'horlogerie, c'est moi. Stevie, c'est dommage que tu sois plus là parce que ça, c'est quand même du gros bullshit. Mais ça, c'est pas grave. Toi, au fond de toi, et parfois à ton poignet, tu portes une smartwatch? Alors, il m'arrive d'en avoir en test, donc effectivement, je vais pas dire non si j'ai du boulot à faire, mais c'est pas un truc que je porte régulièrement. Je préfère largement, à la limite, je préfère de rien porter que d'en avoir une, parce que je trouve ça. En fait, je vois pas l'intérêt, la plus-value que ça m'apporte par rapport à mon téléphone. Après, c'est un ressenti personnel. Je vois pas l'intérêt d'en avoir une. Attends, tu reçois un post, tu vois un post Instagram avant tout le monde. Tu vois, tu as une petite vibration, ouais, tu vois, c'est beau ça. C'est bien aussi de laisser un peu, tu vois, reposer. Je pense être assez bien placé pour en parler. Le fait d'être tout le temps connecté aussi, à un moment donné, c'est un peu lourd. C'est bien de revenir à des trucs un peu plus simples parfois aussi. Nicolas me fait penser à ces patrons de la Silicon Valley qui expliquent que leurs enfants n'ont absolument accès à aucun objet électronique, il n'y a pas de tablette, il n'y a absolument rien, alors qu'ils passent leur journée à nous vendre des outils en SaaS, des solutions technologiques, etc. Bon, je viens de ce milieu-là, vous le savez les amis, je ne vous l'ai jamais caché, donc je vois très très bien de quoi il s'agit. Et bien là, c'est un peu le parallèle avec Nicolas, c'est-à-dire qu'il baigne tellement dans la technologie quasiment vide de sens, vide de filiation, vide de trajectoire personnelle, et qui est purement un sujet de consommation. Et ça, à un moment, tu en auras la casquette. C'est vrai et aussi. À titre personnel, tu te dis, c'est bien dans ma vie perso de me déconnecter. Et donc, je me déconnecte de la tech avec ma montre mécanique. C'est quand même assez dingue. Alors, je ne m'y connais pas, je ne suis pas expert en mouvement, mais se dire que ce truc-là fonctionne avec des petites pièces assemblées aussi, il y a une prouesse quand même technologique derrière. C'est la magie de la mécanique. Ça se perd peut-être un petit peu aussi. C'est pas mal. Écoute, on s'est bien régalé, Nicolas. On enchaîne avec la dernière séquence parce que là, avec tout ce qu'il nous a raconté, s'il nous dit que sa prochaine montre, c'est l'Apple Watch 28 ou alors la Samsung tactile, je sais pas quoi, là je tombe par terre. Là, direct, sur tapis rouge, il a perdu 3-0. Alors,
Est-ce que tu as un projet d'une prochaine montre? Alors, il y en a une que je ziote énormément et je pense que je vais sauter le pas. J'ai mon parrain qui portait une Rado, une Rado intégrale. Donc, c'est un modèle qui est totalement en céramique, qui est plaqué or, si je ne dis pas de bêtises, à quartz. Donc, c'est vraiment une montre un peu habillée. Et je la voyais porter. Il l'a porté lâche d'ailleurs. C'est peut-être de là où je tire un peu mon envie de la porter comme lui. Et je trouve ce modèle très cool. J'aimerais bien avoir une montre un peu carrée, rectangulaire, qui change un peu de ce que j'ai. Et ça me rappellera aussi mon parrain, justement, parce qu'il est décédé, malheureusement. Et tu en prendrais une neuve ou une vintage? Vintage. Alors neuve, elle coûte cher. Encore une fois, c'est une question de perspective, mais d'occasion, vous pouvez en avoir pour, je sais pas moi, pour 300, 200 balles, alors qu'elles sont au catalogue à 2000 € neuves. Franchement, on peut se faire plaisir pour pas trop cher et avoir une montre d'une grande renommée qui sort aussi du lot. Donc, modèle rectangulaire avec un bracelet qui te donne le sentiment d'avoir une montre un petit peu comme un bandeau. Exactement, c'est ça. Ça suit très bien le poignet. Intégralement noir? Intégralement noir et plaqué or, du coup, Enfin, plaqué or. Ça flash un petit peu, ça, quand même. Ouais, un petit peu. Tu vas perdre en discrétion, quand même. Faut savoir se faire plaisir aussi, un petit peu. Alors, je peux me tromper, les amis, mais Rado est en train de revenir sur le marché, puisque forcément, à un moment ou un autre, tout le monde, je ne sais plus à qui appartient Rado aujourd'hui, va puiser un petit peu dans l'historique des marques. Et Rado est très connu historiquement. Je dis ça de tête, les amis, on est comme si c'était du live, mais avec leur modèle Diastar, où c'était les premiers à maîtriser en fait de mémoire l'oxyde de zirconium, donc c'est-à-dire un traitement qui fait que tu as un produit qui est inrayable. Je pense qu'à l'époque, ce n'était pas de la céramique. Je crois que c'est Omega qui avait sorti l'Omega Tulip en fin des années 80 ou 70, je ne me souviens plus, comme produit en céramique. Mais effectivement, ça revient au goût du jour et la raison de ça, je pense, provient du carton mondial absolument phénoménal de la Chanel J12 qui est sorti il y a 20 ans maintenant et qui a fait des émules dans tous les sens. Et donc la céramique, pas uniquement pour les lunettes, comme on peut voir sur des Rolex professionnels ou des Omega Seamaster notamment, tu en parlais tout à l'heure, on revient à des modèles 100% céramique qui existait déjà à l'époque, qui était probablement le style de la Rado de ton parrain. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc effectivement, à quelques centaines d'euros, c'est toujours beaucoup d'argent malheureusement pour pas mal de gens, d'accord. Mais si tu as les moyens, je pense que tu as du choix, tu as vraiment l'occasion de choisir, etc. Il faut l'essayer avant. Parce que si elle était belle au poignet de ton parrain, c'est un peu comme un souvenir, etc. Il faut quand même que tu l'essayes. Oui, effectivement. Eh bien les amis, on s'est régalé. Je ne peux pas vous mettre en fond sonore Sign of the Times de Prince, mais vous avez bien compris que tout ça, c'était un parcours dans la vie de Nicolas avec ses différentes époques horlogères. Et puis ce n'est que le début. Tu es tout jeune, tu as 25 ans. Quand tu auras 50 ans, nous serons à la saison Petite Montre entre amis, saison 27. Et je serai encore là pour t'accueillir, pour que tu nous racontes tout ça. Les amis, je vous dis à bientôt. Si vous voulez participer, uniquement www.dailyshoes.fr, vous remplissez un formulaire comme tu l'as fait. Et puis, on trouvera avec l'un des programmes de la chaîne l'opportunité que vous nous racontiez la montre que vous aimez. Allez, ciao, ciao!